Voilà, bah déjà, merci pour l'invitation, hein. C'est aussi un plaisir pour nous et même un devoir de partager au plus grand nombre nos travaux qui sont largement financés par l'argent public, voire exclusivement. Donc, tu l'as dit, moi, je suis écophysiologiste. Donc, l'écophysiologie, hein, c'est la physiologie de la plante en interaction avec le milieu, avec le climat, avec les conditions environnementales de croissance. Et donc, en particulier, on s'intéresse à l'impact des sécheresses caniculaires. Donc, ces sécheresses caniculaires, c'est la nouveauté du changement climatique, hein. C'est ça qui devient de plus en plus prégnant. Alors, on a déjà eu des sécheresses dans le passé, mais ce qui est nouveau, c'est des températures extrêmes et donc des conditions de sécheresse dites caniculaires. Et donc, on essaye de comprendre l'impact de ces sécheresses sur la physiologie de la plante avec une démarche donc de physiologiste. On essaie de comprendre les processus. Et l'objectif, eh bien, à terme, c'est de voir quel va être l'impact sur la physiologie des arbres, quel va être l'impact sur le risque de mortalité. Et derrière tout ça, eh bien, c'est quel va être l'avenir de nos forêts d'ici la fin du siècle et quelles solutions on peut apporter aux gestionnaires pour pouvoir adapter ou acclimater la forêt, pour pouvoir maintenir à la fois les écosystèmes fonctionnels et puis aussi assurer la production de ressources comme du bois, par exemple. Donc, moi, je vais vous parler de physiologie, donc des choses assez fondamentales qu'on a pu faire dans le passé sur la circulation de la sève, sur des processus de cavitation. Vous montrer comment ça a permis de comprendre justement l'effet des sécheresses sur la physiologie. Et puis, je terminerai sur des modèles qu'on développe actuellement, des modèles qu'on dit de modèles à base de processus, des modèles mécanistes, c'est-à-dire qu'on met un peu tout ce qu'on connaît sur la physiologie de la plante dans des modèles avec des équations. Et ça nous permet de nous projeter dans le futur et savoir comment le changement climatique va pouvoir impacter le fonctionnement de la plante et en particulier le risque de mortalité. Donc, des choses assez générales pour commencer, hein, pour faire un peu un état de la situation actuelle où on sait depuis longtemps que le climat impacte la croissance des arbres. Donc là, c'est ce que font les dendrochronologues. Vous savez, ils prélèvent des carottes, ils regardent l'épaisseur de cerne. Et à partir de l'évolution de la largeur de cerne, eh ben, on peut en tirer beaucoup d'informations. Et là, ce qu'on voit, donc là, c'est un exemple tiré des Ardennes, mais bon, il y en a plein hein, qu'on retrouve dans la littérature. Un résultat assez classique, c'est qu'on voit que la largeur de cerne a eu tendance à augmenter. Donc ça, vous voyez, c'est depuis 1850. L'intérêt des largeurs de cerne, des cernes, c'est qu'on peut remonter très loin dans le passé. Et donc ça, c'est un effet plutôt bénéfique du changement climatique ou du changement global. C'est ce qu'on appelle l'effet fertilisant du changement global, qui est lié à l'augmentation de la température, hein. Plus la température est élevée, en général, plus la croissance est rapide. Lié aussi à l'augmentation de la teneur en CO2, qui est un effet aussi bénéfique. On donne plus à manger aux arbres, donc ils poussent plus vite. Il y a aussi des effets qu'il ne faut pas négliger sur les dépôts azotés. En général, les milieux forestiers sont relativement pauvres et les dépôts azotés liés à l'industrie, à l'automobile, etc., ça a rendu les milieux plus fertiles et donc les arbres en ont profité. Et donc il y a une bonne corrélation hein, qui a été montrée entre l'augmentation de croissance des arbres et puis ces différents drivers là, qui sont liés au changement global. Et puis il y a un point de rupture hein, qui est apparu à la fin des années, voilà, vers les années 60-70, où on a eu une baisse de croissance et globalement une baisse de productivité. Et donc ça, on arrive à une deuxième phase, hein, c'est un effet plutôt stressant du changement global euh, qu'on peut attribuer à l'augmentation des sécheresses et à l'augmentation des canicules. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que les forêts stockent globalement moins de carbone. Donc ça, c'est des résultats assez globaux. Euh, et ça, c'est embêtant surtout pour la capacité d'atténuation des forêts pour le changement climatique. On sait que les forêts absorbent à peu près 15-20% du CO2 qu'on émet. Et donc, si les forêts captent moins de CO2, eh bien, si on veut maintenir nos engagements pris pour atteindre le point d'équilibre de nos émissions d'ici 2050, eh bien, soit il faut qu'on produise moins de CO2, donc ça veut dire moins de croissance, moins d'industrie, ça, les politiques, ils n'aiment pas trop, ou alors il faut trouver des solutions pour que la forêt regagne de la croissance. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a des solutions pour trouver des espèces ou des provenances qui soient mieux adaptées aux conditions futures pour pouvoir maintenir un taux de fixation de carbone et donc un taux de production élevé. Donc ça, c'est ce qu'on peut constater globalement, donc une perte de productivité. Mais il y a des choses un peu plus inquiétantes, c'est qu'au-delà de la perte de productivité, il y a aussi des dépérissements, il y a aussi de la mortalité.
Et ça, alors, il y en a toujours eu dans le passé, hein, mais ça semble s'accentuer et les événements sont plus rapprochés, de plus en plus intenses. Alors, quelques exemples pris à côté de chez moi, là, nous, on travaille beaucoup dans la forêt de Tronchet, dans l'Allier, où les gestionnaires se posent beaucoup de questions sur l'avenir de la chênaie dans ce massif. Voilà, un autre exemple sur des pinettes près de Brioude, là, à côté dans la vallée de la Limagne. Et puis cet exemple-là qui est un peu spectaculaire, ça fait les unes des journaux il y a quelques années, là, c'est dans la Marne où 500 hectares d'épicéas ont dépéré une année. Euh, voilà, donc c'est des choses assez spectaculaires qui sont assez bien identifiées. On a la chance d'avoir des services de l'État qui font un suivi régulier de l'état de santé des forêts. Il y a le département de la santé des forêts. Il y a aussi l'Institut de l'IFN, hein, qui est une émanation de l'IGN, qui fait des suivis réguliers. Et en particulier, ils sortent des rapports régulièrement. Là, c'est le dernier rapport qui a été sorti il y a quelques mois qui montre que globalement, il y a des événements de mortalité sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à une région sèche méditerranéenne. Non, vous voyez sur la carte là, c'est que, eh bien, il y a des événements qui perturbent le fonctionnement, donc des mortalités ou des dépérissements sur l'ensemble du territoire, y compris en Bretagne. Voilà, on pourrait se dire que la Bretagne, ça, voilà, c'est humide, climat océanique, rarement de la sécheresse. Eh bien, si, il y a aussi des dépérissements, des mortalités en Bretagne, euh, comme il y en a ailleurs. Alors, globalement, ils estiment qu'il y a à peu près 670 000 hectares de forêts qui sont actuellement en train de dépérir. Donc, 670 000 sur 17 millions d'hectares, ouais, c'est 5%, c'est pas encore catastrophique. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est la dynamique du dépérissement qui semble augmenter fortement avec le temps. C'est ce qu'on voit sur la figure de droite où la quantité de mètres cubes d'arbres qui ont dépéri sur deux périodes, hein, 2005-2013, 2013 et 2021, a augmenté de façon très significative. Alors, la quantité est encore pas trop alarmante, 0,5% du volume d'arbres par an qui sont morts, mais c'est la dynamique qui est très inquiétante. Et donc, si on se projette dans le futur, eh bien, ça veut dire qu'on aura de plus en plus d'arbres morts, de moins en moins de captage de CO2, de moins en moins de production. Et puis, à terme, une perturbation de ces écosystèmes avec un impact sur la biodiversité, sur tout ce qui est lié au fonctionnement de ces forêts. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre les mécanismes, pourquoi il y a ces dépérissements. Et donc, on a besoin aussi de prendre du recul, hein. C'est un peu ça le travail de la recherche, c'est pas s'intéresser simplement à quelques cas de dépérissement, mais regarder de façon plus globale s'il y a des mécanismes communs. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et en particulier, en partant de ce genre de données. Donc, il y a aussi des travaux qui font l'inventaire de l'ensemble des dépérissements qui sont attribuables à des sécheresses caniculaires à l'échelle du globe. Donc là, c'est une publication récente hein, des collègues qui ont montré que ces événements de dépérissement, là aussi, ils affectent tous les écosystèmes forestiers de la planète. Ce n'est pas une particularité d'écosystèmes particulièrement secs. Bien non, on en trouve aussi, vous voyez ici en Amazonie, un climat plutôt très, très humide, eh bien, il y a des événements de sécheresse suffisamment forts pour pouvoir créer des dépérissements dans ces écosystèmes. Et donc, on représente classiquement les différents biomes de la planète avec ce diagramme de Whittaker, hein, qui est bien connu, qui est lié à la température et au régime des précipitations, qui sont les deux grandes variables climatiques qui déterminent la répartition des écosystèmes sur la planète, eh bien, on voit que ces éléments de dépérissement, ils sont localisés sur la plupart de ces biomes. Et donc, c'est un phénomène global, ce n'est pas un problème de pays riches ou de pays pauvres. On est tous concernés, il y a des dépérissements forestiers dans tous les milieux de la planète. Et donc, nous, on s'est posé la question s'il y avait un mécanisme sous-jacent universel aussi, s'il y avait une cause unique à ces dépérissements. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'on a des pistes qui peuvent nous laisser penser que c'est probablement le cas. Donc, tous les écosystèmes forestiers sont concernés par ces mortalités. C'est quelque chose voilà, qui est assez remarquable. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire en tant que physiologiste, c'est de comprendre les mécanismes, les bases physiologiques qui sont derrière ces dépérissements pour comprendre déjà. Et puis, la démarche est souvent enfin, assez classique. Une fois qu'on a compris la physique du système, c'est pour ça qu'on parle
de comprendre les processus, hein, c'est de comprendre la physique. Et si on comprend la physique, on peut les mettre en équation et faire des modèles prédictifs. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ensuite, on a des choses un peu plus spécifiques. Une fois qu'on a compris les mécanismes, on peut regarder la variabilité génétique au sein d'une espèce ou entre espèces, savoir est-ce que c'est les processus liés à la mortalité, est-ce que ça varie beaucoup au sein d'une espèce, est-ce qu'il y a des écotypes adaptés, mieux adaptés au changement climatique, par exemple. C'est une question que nous posent les forestiers. Euh, Développer des modèles prédictifs, hein, c'est ce que je disais, est-ce qu'on est capable de développer des problèmes, des modèles pour pouvoir prédire le risque de cavitation, le risque de mortalité d'une espèce dans un lieu donné dans le futur. Et tout ça, c'est pour donner des solutions d'adaptation ou d'acclimatation aux gestionnaires. Il y a une demande très forte, hein, des gestionnaires, hein. C'est le problème de la forêt, c'est que les cycles sont très très longs. Une rotation forestière en forêt de Tronçais, c'est typiquement 250 ans. Et donc, l'espèce qu'on plante maintenant va subir un climat climatique très, très différent d'ici sa récolte. Et donc, il nous demande que propose la recherche comme solution d'adaptation. Quelle espèce va être potentiellement adaptée au climat qu'on connaîtra à la fin du siècle? Bon, on n'a pas les réponses, hein. Enfin, si on avait les réponses, je pense que ça se saurait. C'est forcément très complexe. Et c'est dès qu'on touche à des processus de mortalité, hein, on est toujours tout de suite confronté à la complexité. C'est très classiquement représenté sous cette forme de la spirale du déclin de Magnon. Donc ça vous voyez, du 1881, c'est pas récent. Et ça nous montre que les processus qui conduisent à la mort, donc la mort, elle est au centre de la spirale, bah, ils sont extrêmement divers. Il y a des tas de facteurs, donc des facteurs dits prédisposants, la génétique par exemple, des facteurs déclenchants, typiquement une sécheresse, ça va être un facteur qui va déclencher un processus qui va conduire in fine à la mortalité. Et puis il y a des facteurs qui vont être aggravants. C'est typiquement un scolite, un insecte qui va profiter d'un arbre qui est affaibli par une sécheresse, facteur déclenchant, sur une forêt qui est peuplée d'arbres avec un potentiel génétique défavorable, donc un facteur prédisposant ou une orientation différente qui prédispose à l'exposition à la mortalité. Donc c'est compliqué parce que il y a beaucoup de processus qui interviennent. Et en plus, il y a une dimension temporelle très forte. Encore une fois, les arbres sont des espèces pérennes. Et donc, il faut se regarder dans le temps. Il peut très bien avoir des arbres qui sont dépérissants à un moment donné. Et si on revient quelques années plus tard, voire quelques décennies plus tard, on peut constater qu'ils ont complètement récupéré. Donc, une capacité de résilience qui est forte. Ou au contraire, ils ont dépéri, ils ont disparu et ils sont fait remplacer par d'autres arbres, d'autres espèces. Donc voilà, donc c'est complexe, donc il faut être resté humble devant cette complexité. Et donc, on essaye de comprendre des bribes de ce puzzle. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire en s'attardant plus précisément à cet effet des sécheresses caniculaires, parce qu'on pense que c'est le facteur déclenchant qui s'est produit dans les épisodes récents de mortalité. Donc, c'est typiquement voilà, ce qui s'est passé en 2003, ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis, les climatologues nous disent que dans le futur, c'est probablement l'incident climatique qui va être le plus prégnant. Et donc, comprendre ce qui se passe actuellement, ça peut nous permettre de comprendre ce qui va se passer dans le futur. Donc, voilà globalement la démarche qu'on a suivie. Ce qu'on va faire, c'est un peu de physiologie, donc je ne vais pas vous amener trop loin ou vous rappeler des choses que vous connaissez ou qui vous ont été enseignées par ailleurs, peut-être il y a longtemps. Euh, on s'intéresse aux échanges gazeux, on s'intéresse donc à l'écophysiologie, hein, c'est encore une fois, comment la physiologie de la plante répond aux variations des grandeurs du climat. Donc on s'intéresse typiquement aux échanges de matière et d'énergie entre la plante et son environnement. Et donc c'est typiquement de comprendre la physiologie des feuilles, comment la feuille réagit aux variations de température, de rayonnement, d'humidité ou de vent. Alors, vous savez qu'une feuille, c'est une usine qui permet de capter du CO2 pour, via le processus de photosynthèse, fabriquer des sucres. Et c'est ces sucres qui sont assemblés et qui permettent de faire des tas de choses, et en particulier de la croissance, hein, la lignine, la cellulose, c'est produit à partir de ces sucres élémentaires. Donc tout ça, c'est le cycle du carbone, qui est important pour différentes raisons, hein, parce que alors ça libère de l'oxygène. Bon, moi, l'oxygène, il y a déjà tellement dans l'atmosphère que ce n'est pas essentiel pour la survie de l'homme, en tout cas, qu'il y a un peu moins d'oxygène de produit.
Par contre, ça capte du CO2, donc ça c'est important pour le rôle d'atténuation. Et puis, ça fait de la croissance, ça fait de la biodiversité, ça fait de la matière organique dans les sols. Il y a une, euh, la biodiversité est beaucoup liée à ce cycle du carbone. Donc tout ça se passe à travers des stomates. Les stomates, hein, ce sont ces petites ouvertures souvent dans à la face inférieure des feuilles qui permet au CO2 de rentrer dans la feuille et d'être métabolisé ou transformé au sucre dans les cellules du mésophile en particulier. Et une particularité, c'est que ces trous, en fait, si ils ont la capacité de s'ouvrir et de se fermer, ce sont des estioles qui ont des mouvements régulés par la plante. Et le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la plante n'échappe pas à certaines lois de la physique. Voilà, personne n'échappe aux lois de la thermodynamique. Et donc, il y a pas de moyen d'échapper au fait que s'il y a de CO2 qui rentre dans les feuilles, il y a forcément de la vapeur d'eau qui s'en échappe. Et ça, c'est lié au fait que l'intérieur de la feuille, elle est saturée en eau pour diverses raisons, hein. C'est que toutes ces cellules elles sont vivantes, donc elles sont pleines d'eau. Ces processus ici, ils ont lieu qu'en phase liquide. Et donc, la plante doit maintenir une teneur en eau très élevée de ses feuilles pour pouvoir métaboliser ce CO2, capter le CO2 et le transformer en sucre. Et donc, il y a ce système physique hein, qui fait que bah, s'il y a un gradient de concentration fort entre un air qui est relativement sec et l'intérieur des feuilles qui est saturé en vapeur d'eau, eh bien, les molécules d'eau vont s'échapper à travers les stomates par lesquels rentre le CO2. Et le souci pour la plante, c'est que les deux flux sont très différents, c'est-à-dire qu'on estime que lorsqu'il y a une molécule de CO2 qui rentre, il y a à peu près 400 molécules d'eau qui s'échappent. Donc, on parle d'efficience d'utilisation de l'eau, donc elle est très très mauvaise. Et donc, la plante doit consommer ou doit gaspiller énormément d'eau pour pouvoir capter du CO2 et faire sa croissance. On parle de mal nécessaire. La plante elle ne cherche pas forcément à gaspiller beaucoup d'eau, mais elle n'a pas le choix. Si elle veut capter du CO2, eh bien, elle doit ouvrir ses stomates. Et si elle ouvre ses stomates, elle ne peut que laisser échapper beaucoup d'eau. Et donc, vous voyez, pour que la plante maintienne des tissus suffisamment hydratés pour faire ses processus biochimiques liés au cycle du carbone, eh bien, il faut qu'elle compense en permanence cette perte d'eau à travers les stomates. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un système hydraulique qui alimente en permanence la plante, les feuilles, pour maintenir un état d'hydratation compatible avec la physiologie de la plante. Et donc, c'est pour ça qu'on a regardé en détail. Donc, moi, j'étais recruté là-dessus pour travailler sur ces processus de flux d'eau, de montée de la sève il y a voilà, 30 ou 40 ans maintenant. Et donc, on s'est intéressé à ce processus de montée de sève, donc ça c'est connu depuis longtemps, mais surtout à des dysfonctionnements, savoir à partir de quel état de stress hydrique, est-ce que le stress hydrique, est-ce que la sécheresse perturbe la capacité d'alimentation en eau de la plante? Et donc on s'est intéressé au fonctionnement hydraulique. Donc on fait de l'écophysiologie et ma spécialité, à côté d'être spécialiste des mycènes, je suis le spécialiste du fonctionnement hydraulique de la plante. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter un peu en détail dans la suite de mon webinaire, hein. C'est comment, la manière dont on a mieux compris comment se faisait ce transfert de sève dans le système hydraulique de la plante, eh bien, on pouvait comprendre des dysfonctionnements hydrauliques et donc des risques de dépérissement liés au fait que la plante n'est plus capable de s'alimenter en eau. Alors, on va parler de rupture hydraulique, hein. C'est le processus clé de la mortalité, hein. Donc, c'est ce qu'on il y a toute une communauté qui s'est intéressée à ce problème de transfert d'eau dans la plante à partir des années 80-90. Euh, et c'est une partie assez front de science dans la physiologie de la plante actuellement. Et c'est reconnu actuellement qu'il y a certains consensus actuellement pour dire que dans des conditions de sécheresse caniculaire, eh bien, il y a un risque de rupture hydraulique qui peut créer des problèmes pour la survie des plantes. Donc, qu'est-ce que c'est cette rupture hydraulique? Là, je représente une plante de façon très, très schématique et de façon encore plus schématique, comment ça se fonctionne d'un point de vue physique ou biophysique. Donc, on ne va pas aller trop dans le détail, mais bon, pour simplifier, la montée de la sève, c'est lié à une pompe aspirante qui est causée par l'évaporation. C'est le fait qu'il y a des molécules d'eau qui s'échappent à travers les stomates, ça crée des tensions dans les tissus vivants. Ces tensions sont transmises à l'ensemble des colonnes d'eau qui sont présentes dans le système
de circulation de la sève dans l'aubier. Donc là, c'est une coupe du bois et vous voyez des petits trous. C'est là, ce qu'on appelle les vaisseaux, c'est là où circule la sève. Donc c'est un système qui est sous dépression. C'est une pompe aspirante représentée par les shadocks. Alors quand je montre les shadocks en cours, là, les étudiants, ils ne comprennent pas. Alors j'espère qu'il y a des gens qui se souviennent des shadocks ici. Donc les shadocks pompaient, pompaient et pompaient. Et bien la plante a fait la même chose. Donc c'est une pompe aspirante. En gros, on tire sur les colonnes d'eau. Et la sécheresse, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça diminue la teneur en eau du sol, ça augmente la tension de l'eau dans le sol, ça augmente la tension sur ces colonnes d'eau. Et il y a une limite physique à ce processus d'absorption. C'est-à-dire que si les tensions sont trop fortes, si on tire trop fort sur la corde, elle risque de rompre. Et donc, il y a un risque de cavitation. On va parler de ce terme. La cavitation, c'est une bulle d'air qui rentre dans le système vasculaire et qui crée une embolie gazeuse. Et l'embolie gazeuse va bloquer le flux de sève. C'est le même problème que l'embolie que les plongeurs connaissent s'ils remontent trop vite des profondeurs. Il y a des bulles d'air qui rentrent dans le système vasculaire sanguin et ça bloque la circulation de la sève, comme ça bloque la circulation du flux sanguin chez les hommes. Donc la plante est capable de répondre à ces processus, on le verra, mais le problème, c'est que si la sécheresse se prolonge, eh bien, le système vasculaire va complètement se remplir d'air. On atteint un seuil de rupture hydraulique. Et ça veut dire que les feuilles ne sont plus alimentées en eau et donc risque de se dessécher. Et si le seuil de cavitation ou le seuil d'embolie dépasse une valeur critique, eh bien, la plante n'est plus capable de récupérer. On atteint un point de, non, un point de rupture, ce qu'on appelle le point de rupture hydraulique, et ça entraîne la mortalité de la plante. Donc ça, c'est la grosse avancée dans nos domaines de fonctionnement écophysiologique de la plante au cours des 20-30 dernières années, ça a été de montrer que ce risque de cavitation expliquait pour une large part le risque de mortalité dans ces conditions de sécheresse caniculaire. Donc il y a des résultats expérimentaux qui montrent que c'est effectivement, il y a des corrélations entre la quantité de cavitation, la quantité d'embolie et le risque de mortalité. Je vais passer rapidement parce que je vois que le temps avance déjà. Il y a aussi des données expérimentales de terrain qui montrent que, donc là on ne va pas trop détailler non plus, mais en bleu c'est le pourcentage de vaisseaux qui sont cavités sur des arbres, vous voyez, en forêt, dont certains ont résisté à une sécheresse très forte qu'il y a eu en 2018, là c'est en Allemagne je crois. Et on voit que les arbres qui sont morts, ici à droite, là, en gritté, ils ont tous, enfin, la plupart ont un taux de cavitation qui approche des 100%. Et donc, c'est une démonstration de terrain que les arbres qui sont morts dans les conditions de sécheresse caniculaire cette année-là, eh bien, ils avaient tous accumulé un taux d'embolie létale. Il n'y a pas énormément de données qui démontrent cette corrélation, parce que ce n'est pas facile à obtenir. Mais l'idée à retenir, c'est qu'il y a des seuils un point de non-retour lorsqu'il y a plus de 80 ou 90% de vaisseaux qui ne sont plus fonctionnels, qui ont subi ce risque de cavitation. Eh bien, le risque de mortalité augmente de façon très forte. Et donc, on a identifié un processus qui est donc spécifique de ces conditions de sécheresse extrême. Vous voyez qu'il faut énormément de temps pour atteindre un seuil de non-retour. Et ça, c'est ce qu'on recherchait, hein. Heureusement, la mortalité ne se produit que de façon très rare. Autrement, il n'y aurait pas beaucoup d'arbres dans nos forêts. Et donc là, on a identifié un processus extrême qui intervient dans des conditions vraiment de sécheresse extrême et qui sont exacerbées par les conditions caniculaires. Euh, et donc, on considère que c'est le facteur qui est déclenchant de la mortalité. Et c'est même dans le dernier rapport de l'IPCC, hein, donc le GIEC qui ne fait pas de recherche, mais fait un état de synthèse des connaissances, a conclu que c'était aussi le risque principal de mortalité était lié à ce risque de rupture hydraulique chez les arbres. Alors, on a développé des techniques pour caractériser ce risque de rupture hydraulique. Alors, on fait ce qu'on appelle des courbes de vulnérabilité à la cavitation. On a développé des techniques un peu barbares. On a des centrifugeuses pour simuler des sécheresses, etc. Vous viendrez les visiter à Clermont-Ferrand si vous passez dans le coin. Ce que ça produit, c'est ce genre de courbes qu'on appelle des courbes de vulnérabilité à la cavitation. C'est une courbe, vous voyez, qui relie l'état de pression de sève. Donc, on parle de pression, alors c'est des valeurs négatives. Bon, c'est des conventions qui ont été prises il y a longtemps. Donc, on est en dépression, c'est des mégapascales. Donc, on est à, vous voyez, -4, -5 mégapascales. Et sur l'axe des ordonnées, c'est le pourcentage de cavitation, c'est le pourcentage de vaisseaux qui sont pleins d'air. Et donc, c'est typiquement des courbes, des sigmoïdes avec une valeur seuil de cavitation qui est très variable selon les espèces. Et puis, donc, une sigmoïde, on peut facilement les ajuster avec
une fonction avec deux paramètres, dont l'un est la pression de sève qui induit 50% de cavitation, là, le point d'inflexion au milieu de la courbe, là. L'autre paramètre, c'est la pente. Et donc, on a caractérisé cette valeur de P50, on appelle ça le P50 dans notre jargon, donc la pression de sève qui induit 50% de cavitation sur l'ensemble des arbres de notre flore tempérée au moins. Et donc, ça donne ça sur cette courbe-là. Donc là, je représente cette valeur de P50 selon plein d'espèces. Et ce que vous pouvez voir en premier, de façon très évidente, c'est que c'est un paramètre qui est très variable. On varie de -1 à -11 mégapascal. On a fait des mesures dans des écosystèmes encore plus secs. Là, récemment, en Australie, par exemple, on descend pratiquement jusqu'à -20 mégapascal. Donc, c'est un phénomène qui est très, très variable. Donc, la capacité des espèces à résister à la cavitation est extrêmement variable. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette variabilité entre espèces, elle n'est pas de façon aléatoire et qu'il y a certains sens euh, que, par exemple, les espèces les plus vulnérables, donc c'est celles qui se remplissent d'air le plus vite lorsqu'il y a une sécheresse, eh bien, ce sont des espèces comme les aulnes, les saules ou les peupliers. Donc, typiquement des espèces qui vivent dans des milieux humides. Alors que les espèces ici qui sont les plus résistantes à la cavitation, donc celles qui mettent le plus de temps à atteindre ce seuil de cavitation, eh bien, ce sont des espèces comme les cupressus et les genévriers ou les buis, qui sont donc, vous savez, bah, vous connaissez, hein, des espèces plutôt méditerranéennes qui habitent dans les milieux plutôt secs. Donc il y a des bases de données qui sont constituées, donc il y a des milliers d'espèces maintenant, vous pouvez aller voir, j'ai mis la référence ici. Ça commence à être un trait qui est fortement mesuré du fait que des techniques qui ont été développées pour le mesurer de façon voilà, on parle du phénotypage au débit pour ce genre de mesure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est pas aléatoire, et puis on peut même trouver des corrélations assez surprenantes entre, par exemple, donc, la résistance à la cavitation, donc cette valeur de P50, hein, c'est les mêmes données qu'ici, et l'aridité des habitats dans lesquels vivent ces espèces. Donc là, j'ai repris la flore de Rameau, hein, vous connaissez la flore forestière de Rameau. Il y a le petit graphique là dans chaque planche qui donne l'état d'aridité du milieu dans lequel elle pousse. Il y a aussi le pH, mais là, on ne regarde pas le pH. Et on voit tout simplement que ce qu'on supputait tout à l'heure se traduit bien par ce genre de graphique, c'est que dans les milieux secs, les hyperxérophiles, on n'a que des espèces qui sont très résistantes à la cavitation, alors que dans les milieux humides, on n'a que des espèces qui sont très vulnérables à la cavitation. Donc ça nous fait dire que c'est probablement un processus adaptatif qui fait que dans les milieux secs, eh bien, les arbres ont évolué pour être plus résistants à ce processus de cavitation, donc d'être capables de survivre à des états de sécheresse plus intenses. Donc ça, on caractérise ici la capacité intrinsèque du tissu conducteur à résister à la cavitation. Donc, on caractérise la vulnérabilité, mais ce qui nous intéresse, c'est le risque. C'est le risque de cavitation. Et ça, il faut intégrer deux choses. Il faut intégrer la vulnérabilité et l'exposition à la sécheresse. Ce que j'ai représenté sur ce schéma-là, où on prend deux milieux différents, un habitat sec, un habitat humide, avec des espèces qui ont des fonctionnements très différents. Donc, une espèce très résistante à la cavitation dans l'habitat sec, une espèce très vulnérable ou plus vulnérable dans l'habitat humide. Donc ça, c'est la partie vulnérabilité qu'on vient de détailler. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le milieu sec, il est plus exposé à la sécheresse. Bon, c'est la palissade, mais la pression de sève suivie par une espèce qui pousse dans un milieu sec, elle est plus intense, elle est plus négative que la pression de sève d'un arbre qui vit dans un milieu humide. Donc il ne faut pas regarder que la vulnérabilité à la cavitation, mais la différence qui existe entre l'état de sécheresse subi par la plante et puis sa résistance intrinsèque à la cavitation. Et donc, on parle de marge de sécurité hydraulique qui correspond en gros à cette différence entre la pression de sève subie en milieu d'été lorsqu'il fait sec et puis la capacité à résister à la cavitation. Et là, il n'est pas évident que ça soit très différent selon les différents milieux, les différentes espèces. Et donc, on a fait un travail de revue de biblio il y a quelques années où on a calculé ces marges de sécurité selon les différents écosystèmes de la planète. Et donc, ça donne ça. Donc, on a représenté pour différents biomes. Donc, on avait des données pour quatre grands biomes, en gros, les biomes méditerranéens jusqu'aux biomes tropicaux, plutôt humides. Et ce qu'on voit déjà, c'est que les marges de sécurité sont relativement faibles. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais 2 mégapascales, c'est pas énorme. Ce qui veut dire que les arbres, ils fonctionnent un peu sur le fil du rasoir, quoi. On n'est pas loin du seuil de rupture hydraulique.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est encore plus frappante, c'est que ces marges de sécurité, elles sont constantes, quels que soient les écosystèmes qu'on a pu regarder. Alors, il y a la variabilité, mais en moyenne, sur des centaines d'espèces, on constate que ben, une espèce ou un biome méditerranéen, c'est des espèces qui sont très résistantes à la cavitation, encore une fois, mais qui sont très fortement exposées à la sécheresse. Et donc, la différence, la marge de sécurité, elle est 2 mégapascales. Et une espèce tropicale, eh bien, elle va être très vulnérable à la cavitation, mais elle est rarement exposée à des sécheresses très fortes, avec aussi une marge de sécurité relativement faible. Et ça veut dire que si le milieu devient un peu plus sec, quel que soit le milieu, eh bien, le risque d'atteindre un seuil de rupture hydraulique, eh bien, il est présent. Et ça, c'est à mettre en relation avec ce qu'on a vu tout au départ, que les événements de mortalité, on les trouve dans tous les écosystèmes de la planète. Et donc, voilà, dans l'article, on avait parlé de convergence fonctionnelle, c'est-à-dire que toutes les espèces fonctionnent de manière optimale dans leur milieu. Donc là, derrière ça, il y a les processus d'optimum physiologique, c'est-à-dire d'être trop résistant à la cavitation. Eh bien, il y a sûrement des compromis derrière, c'est-à-dire qu'on pousse moins bien, on fait moins de croissance. D'être trop vulnérable à la cavitation, ben, on risque de dépérir par rupture hydraulique. Donc il y a un juste équilibre. Et si le milieu est perturbé, s'il devient un peu plus sec, eh bien, l'équilibre est rompu et l'arbre atteint sa limite de fonctionnement. Et c'est ce qui peut mettre, ce qu'on a mis en relation en tout cas avec ces événements de mortalité qui sont présents sur toute la planète. Donc on peut résumer de manière un peu synthétique dans ce diagramme comment une espèce réagit à la sécheresse. Donc quelle est la réponse des arbres à une sécheresse extrême. Euh, et donc, on raisonne non plus en échelle de potentiel hydrique comme tout à l'heure, mais en échelle de temps. En fait, c'est ça qui est important. C'est combien de temps va mettre la plante, l'arbre, pour atteindre un seuil de non-retour. Et donc, il y a tout un ensemble de processus qui interviennent. Le premier étant la régulation des stomates. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces stomates qui ont la capacité de s'ouvrir et de se fermer. Eh bien, l'impact de la fermeture stomatique qui se produit dans les premiers jours, lorsque la plante épuise sa réserve en eau du sol. Donc, de fermer ces stomates, ça réduit fortement la transpiration, ça économise l'eau. En même temps, ça réduit la photosynthèse, parce que si l'eau ne passe plus à travers, si la vapeur d'eau ne passe plus à travers les stomates, le CO2 ne rentre plus non plus. Donc, il y a un impact sur la productivité. Donc, ça, c'est la première phase qui ne réduit pas complètement la perte en eau de la plante. C'est ça sur lequel on travaille actuellement, c'est que même si les stomates sont fermés, eh bien, il reste une transpiration résiduelle à travers les cuticules en particulier. Et ça va faire que la plante va continuer à se déshydrater et devenir atteindre des seuils critiques de déshydratation. Ce qui se passe ici, c'est que donc l'arbre est en phase déjà de survie, hein. C'est-à-dire qu'il a fermé ses stomates, il est en phase d'attente. Il épuise progressivement ses réserves carbonées. Et ça, c'est probablement mis à profit par certains pathogènes hein, voilà, qui sont opportunistes, qui bénéficient de l'état physiologique amoindri de l'arbre. Et donc, ils ont un pouvoir pathogène qui est accru. Enfin, c'est surtout les capacités de défense de l'arbre qui sont diminuées. Chez certaines espèces, on observe une chute des feuilles. Donc, c'est typiquement les chutes de feuilles estivales qu'on observe chez des peupliers, par exemple, ou des saules. Et ça contribue à diminuer encore plus les pertes en eau résiduelles. Mais on montre, et ça c'est l'objet de nos travaux actuellement, on montre que même l'écorce contribue à avoir une perte en eau significative à cet état-là, ce qui fait que la plante va finir par atteindre un seuil de cavitation, un seuil où le système vasculaire va se remplir d'air. Et c'est ça qui va conduire à la mortalité. Donc la corrélation entre la cavitation et la mortalité, c'est des choses qu'on est en train d'essayer de détailler. En fait, on montre qu'il y a une corrélation forte entre le fait que les vaisseaux se remplissent d'air, donc cette rupture hydraulique, et le fait que les cellules vivantes, en particulier les cellules dans le cambium et les cellules dans les bourgeons, dans les méristèmes, ne vont plus être alimentés en eau, ils vont atteindre un seuil létal de déshydratation. Et ça va conduire à une rupture symplasmique, donc la destruction des parois des cytoplasmes, et ça va conduire à la mortalité de la plante. Voilà, donc on pense avoir, enfin, globalement, il y a un état de consensus dans la communauté scientifique, enfin, dans notre communauté autour de ce type de fonctionnement. Euh, et donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des équations là-dessus et on peut faire des modèles mécanistes qui nous préduisent un risque de cavitation et donc un risque de mortalité. Alors, on va essayer de se projeter dans le futur rapidement. C'est des choses qui sont, juste pour quelques éléments, je ne sais pas si qui sont bien partagés. Euh,
Peut-être pour dire tout simplement, c'est qu'il faut être extrêmement prudent sur les projections qu'on peut faire. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, hein, c'est de se projeter dans le futur. Donc là, c'est des données qu'on trouve hein, dans la littérature hein, sur l'évolution des concentrations en CO2 dans l'atmosphère depuis 50 millions d'années. Et donc, le message à retenir, c'est qu'on va se retrouver à la fin du siècle, probablement dans des conditions qu'on n'a pas connues sur Terre depuis 50 millions d'années, conditions de CO2, des conditions de température. Et vous savez que la plupart de nos espèces forestières, au moins les feuillus, n'existaient pas il y a 50 millions d'années. Donc voilà, une certaine humilité devant notre capacité à produire qui va se passer, hein, sachant que les espèces n'ont jamais connu ces genres de conditions sur Terre. Et donc, comment on va réagir un être à une concentration de 1000 ppm en CO2 avec une température élevée? Euh, il faut être, sachant qu'on n'a pas tellement de données expérimentales, on est capable de faire des expérimentations en pot qui simulent ces conditions-là, mais c'est le reste des plantes en pot. On est capable d'enrichir l'atmosphère en CO2 dans des dispositifs qu'on appelle des FACE, mais on n'est pas capable d'induire des sécheresses ou de façon difficile, et en tout cas, on n'est pas capable de changer la température, parce que changer la température d'une forêt, c'est très compliqué. Donc voilà, rester prudent sur ce qu'on peut tirer de nos modèles et ne pas leur faire dire trop de choses qui ne sont pas incluses dans les équations. Par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est que on peut s'appuyer sur ce qui s'est passé dans le passé, justement, et on sait que les variations de température entre un cycle glaciaire et un cycle interglaciaire étaient de quelques degrés. Vous voyez, c'est typiquement entre 5 degrés, hein, c'est ce que nous disent les climatologues, les paléoclimatologues. Donc 5 degrés de différence de température globale hein, à l'échelle du globe entre une période glaciaire et une période interglaciaire. Et on sait que ça a eu des conséquences massives sur les écosystèmes, où on passait voilà, une végétation de type toundra à une végétation de type tempéré. Et donc, ce que prévoient les climatologues, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur, 5 degrés, dans les 100 prochaines années. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on sait qu'on va avoir une perturbation massive, mais on sait aussi qu'elle va va se produire sur un pas de temps beaucoup plus court que ce qui s'est produit dans le passé. On a vu 5 degrés de variation sur à peu près 10 000 ans depuis la dernière glaciation. Là, on va avoir probablement la même variation sur une centaine d'années. Donc, encore une fois, être prudent sur notre capacité à prédire le comportement des arbres dans des conditions-là. Mais bon, euh, rien ouais, nous dit qu'on peut être très optimiste sur notre capacité des arbres à réagir à une telle variation sur un temps aussi court. Donc, on a développé un modèle, hein, c'est ce que je vous montre ici. Hein, c'est donc un modèle physiologique de fonctionnement hydrique et hydraulique de l'arbre. Donc, on ne va pas détailler, hein, ce n'est pas le lieu. En gros, on fait un bilan hydrique. Donc, c'est un modèle à l'échelle de l'arbre. On fait un bilan hydrique, on calcule les quantités d'eau qui sont absorbées par la pluie, qui sont évaporées par la plante. On fait un bilan hydraulique. Donc, ça, c'est la nouveauté qu'on a introduit dans ce genre de modèle. C'est-à-dire qu'on calcule un risque de cavitation, un risque d'embolie. Et à partir de ce risque, on détermine un seuil de rupture hydraulique. Et si vous avez suivi ce que je dis jusqu'à maintenant, si on connaît ce seuil de rupture hydraulique, ce taux d'embolie, on peut prédire un taux de mortalité. Donc c'est ça l'idée. Et tout ça, c'est alimenté par des conditions pédoclimatiques qui sont en variable d'entrée. Donc on rentre le climat, on rentre la réserve utile du sol, et puis le modèle, il nous prédit l'évolution de la physiologie de l'arbre. Donc là, vous voyez des variations journalières de pression dans les différents organes, l'évolution du taux d'embolie, et puis ce seuil de rupture hydraulique qui conduit à la mortalité de la plante. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut combiner des notions de vulnérabilité, des notions d'exposition et le climat pour avoir une prédiction du risque et du risque de mortalité. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, un modèle qui n'est pas validé, et voilà, en général, il faut être très prudent. Là, on a essayé de valider. Bon, je ne vais pas détailler, le temps avance, mais en gros, sur ces dispositifs-là qu'on avait mis en place dans l'est de la France il y a longtemps. Là, c'est des dispositifs assez lourds où on arrive à simuler l'évolution de la teneur en eau du sol, c'est ce que je montre ici à gauche. Et puis, c'est surtout, on voulait simuler l'évolution du taux d'embolie, du taux de cavitation dans les différents organes sur différentes années. Et globalement, on arrive à caler le modèle pour on arrive à prédire assez bien. Donc ça, bon, ça nous légitimise ou ça nous rassure en disant, voilà, on arrive bien à prédire ce qui s'est produit dans le passé et donc on a une certaine confidence sur ce qui va se produire dans le futur. Et donc ça donne typiquement ce genre de prévision. Euh, donc beaucoup de choses sur ce graphique. Hein. Donc c'est de la Chênaie, Sharpnous à côté de Nancy, hein, centre de recherche de Nancy.
On a fait des simulations sur 316, c'est pas très différent. Donc, vous voyez des simulations depuis 1950 jusqu'à la fin du siècle, 2100, sous différents scénarios climatiques. Donc là, c'est les scénarios de GIEC, hein, vous les connaissez, RCP 8.5, 4.5 et 2.6 par exemple, il y en a d'autres, mais on a pris ceux-là. Alors, la première chose qu'il faut regarder, c'est sur la partie gauche ici, où ce sont les prédictions historiques. Il est toujours plus facile de prédire le passé que de prédire le futur. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, le modèle, il prédit un taux de cavitation relativement faible pour la plupart des années. Et ça, encore une fois, c'est plutôt bienvenu parce que la cavitation étant un processus extrême qu'on pense lié à la mortalité, eh bien, il ne doit être qu'exceptionnel dans les projections, dans les prédictions sur les périodes où l'espèce était encore adaptée ou acclimatée au milieu dans lequel elle vit. Donc, vous voyez un taux de cavitation de l'ordre de 10%, sauf certaines années qui sont bien connues des forestiers pour avoir induit des dépérissements forts. Hein. Donc, c'est 76, la grande sécheresse de 76. Et puis, plus récemment, 2003, et puis surtout ces années, depuis surtout 2018, là, on a refait des simulations. Il y a aussi 2021, 2022 qui ont été très, très fortes. Et ça qui est un peu inquiétant, c'est cette succession d'étés très secs où on atteint des taux de cavitation, vous voyez, on arrive à 50-60%. Alors, ce n'est pas encore des taux complètement létaux, mais qui ont pu induire des dépérissements s'ils ne sont pas introduits la mort. Euh, voilà. Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est si on prend ces scénarios produits par Météo France ou d'autres, hein, qui nous donnent au pas journalier l'évolution du climat, des températures, des précipitations d'ici à la fin du siècle. Et vous voyez que sous ce scénario RCP 8.5, RCP 8.5, c'est si on n'a pas de politique climatique très forte. En gros, si on laisse visual as usual, on arrive à plus 5 degrés à la fin du siècle, eh bien, on montre qu'un un processus qui était vraiment exceptionnel se produit de manière quotidienne ou annuelle à la fin du siècle. Donc, on atteint 75% de cavitation en moyenne, c'est-à-dire que 3 années sur 4, on a franchi le seuil de rupture, on a franchi le seuil de mortalité. Bon, vous savez qu'il suffit de mourir qu'une fois pour remettre en question une sylviculture d'une espèce. Donc, ça montre que ce n'est pas compatible avec la survie de cette espèce dans ce milieu. Sur le scénario intermédiaire, sur ce qui est probablement le scénario sur lequel on se situe, on est probablement entre les deux, hein. On atteint quand même des taux de cavitation ou des taux de survie de 40%. Donc là aussi, c'est probablement trop élevé. Et que c'est qu'en suivant les accords de Paris, en revenant à une concentration raisonnable en CO2 à la fin du siècle, on pourra retrouver un régime d'équilibre où la plante retrouve son fonctionnement dans son milieu d'origine. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Alors maintenant, il se pose des tas de questions là-dessus, que je reviendrai juste après. Voilà, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des cartographies de risque de mortalité. Donc c'est le même principe, hein. On fait des cartographies de risque de cavitation selon les différents scénarios et on en déduit des aires compatibles avec la survie d'une espèce. Donc là, c'est le sapin pratiquement, par exemple en Auvergne, où on montre qu'actuellement, la zone compatible correspond assez étroitement à la zone où on trouve le sapin en Auvergne, ce qui est plutôt rassurant et que sous un scénario un peu catastrophe à plus 5 degrés, on ne le retrouve plus qu'au sommet du Sancy, où de toute façon il y a trop de vent et de neige pour qu'il puisse pousser. Et donc ça nous dit que probablement le sapin n'aura plus sa place en moyenne montagne sous un scénario à plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et donc il faut anticiper. Voilà, il faut penser à planter autre chose, quelque chose de plus résistant. Euh, bon, voilà. Donc ça, c'était sur la partie modélisation. Et je terminerai rapidement sur des questions un peu essentielles qu'on nous pose et qu'on n'a pas forcément toutes les réponses, hein, sur les capacités, comment l'arbre peut réagir. En fait, il y a trois ou quatre solutions possibles, hein. C'est capacité de migrer. Donc ça, je ne vais pas en parler, mais ça, il y a des travaux qui montrent que les capacités de migration naturelle des espèces sont beaucoup plus lentes que, le déplacement de la niche écologique liée au changement climatique. Il y a un rapport de 1 à 10. Second espoir, c'est la capacité d'adaptation. Donc là, on parle de variabilité génétique, on parle de sélection naturelle. Je vais donner quelques exemples dessus. Et puis, dernière possibilité, c'est la capacité d'acclimatation. Donc là, c'est chaque individu est-il capable de modifier sa physiologie pour pouvoir survivre dans des conditions de climat différents. Et ça, on accorde beaucoup d'importance à cette capacité d'acclimatation parce que quoi qu'il arrive, le gland qu'on sème maintenant, il va connaître des climats différents d'ici sa récolte dans un siècle ou deux.
Donc, il va devoir s'acclimater. Le climat va changer, il va devoir trouver des moyens de s'acclimater. Et s'il n'est pas capable de s'acclimater, eh bien, il ne peut que dépérir et disparaître. Alors, est-ce qu'on peut miser sur la variabilité génétique naturelle? Ça, c'est une grande question hein, qui n'est pas résolue, avec des, des tonalités un peu différentes, des sons de cloche un peu différents. Les généticiens, en général, sont plus pessimistes que les écophysiologistes. Voilà. Alors, on n'a pas les réponses, hein. C'est des choses qu'on commence à regarder un peu plus en détail, à recruter une personne pour travailler là-dessus en particulier. Et par contre, on peut jouer avec le modèle, c'est aussi l'intérêt du modèle, c'est qu'on peut jouer avec. Alors avec voilà, toutes les pincettes autour de ce genre de prédictions. Là, ce qu'on a fait, c'est que les prédictions que je vous ai montrées jusqu'avant, elles reposaient sur un génotype moyen de chêne, par exemple, avec une résistance à la cavitation de moins 3 mégapascales. Là, on introduit de la diversité génétique ou de la plasticité, ce qu'on veut. Donc, on génère une gaussienne, en gros, qui est représentative des mesures qu'on fait sur le terrain, de ces différents traits. Et on regarde comment évolue la population au cours du temps, avec un processus de sélection darwinienne qui fait que bah, les espèces les plus, enfin, les génotypes les plus vulnérables sont éliminés. Donc là, pour détailler, hein, c'est la gaussienne, ici la répartition en 2000, et puis on regarde en 2040, en 2060 et à la fin du siècle. Et on voit qu'on observe une érosion de la biodiversité très forte, que les génotypes les plus vulnérables à la cavitation meurent en premier. Donc ça, on s'y attendait. Euh, Par contre, ce qui nous inquiète plus, c'est qu'à la fin du siècle, eh bien, il en reste quelques-uns qui ont été capables de survivre, mais il en reste vraiment très très peu. On a réduit à 1% la population. Donc, est-ce que 1% de la population, ça suffit à maintenir une sylviculture du chêne dans ces conditions? Voilà, on peut en douter. Ça, on regarde sur un trait, on peut aussi le faire sur plusieurs traits à la fois. Donc, on regarde à la fois la capacité à résister à la température et à résister à la sécheresse. Donc là, c'est un peu plus compliqué. La couleur ici, c'est le pourcentage d'embolie, de cavitation. Et en gros, il faut que la plante reste dans le domaine bleu pour qu'elle puisse survivre. Encore une fois, il faut qu'elle soit à moins de 10% pour qu'elle reste adaptée à son milieu. Et donc, si on prend un chêne ici, qu'on le projette à la fin du siècle, il se retrouve dans le rouge. Et donc, on va essayer de retrouver quel génotype, quelles sont les caractéristiques des génotypes qui lui permettent de rester dans le bleu, donc de lui permettre de maintenir un taux d'embolie suffisamment faible. Eh bien, les simulations montrent que pour un chêne tempéré qui avec une résistance à la cavitation de moins 3 mégapascales et une résistance à température de 35 degrés, hein, on ne va pas détailler ce que c'est exactement ces chiffres-là, ce que ça nous montre, c'est que l'idéotype capable de résister à ce climat-là, à la fin du siècle, donc là c'est toujours du RCP 8.5, hein, eh bien, il faut que son P50 il soit de l'ordre de moins 5 mégapascales et cet autre trait caractérise la résistance à la température, il soit de 45 degrés. Et curieusement, c'est ce qu'on trouve actuellement chez les chênes méditerranéens. Si on fait des mesures sur le chêne vert ou sur le chêne, le chêne liège, eh bien, on trouve à peu près cette valeur-là. Et donc ça veut dire que le changement climatique imposé par ce RCP 8.5, c'est plus 5 degrés. En fait, c'est une marche relativement considérable et probablement infranchissable, qui fait que, en gros, on demande à ce qu'un chêne tempéré, un chêne sessile, se transforme physiologiquement en un chêne vert. Alors ça paraît beaucoup. Est-ce que les plantes ont suffisamment de diversité pour pouvoir le faire? On n'a pas encore toutes les informations sur... parce que forcément, il n'y a pas que d'autres traits, il y a d'autres traits qui interviennent. Mais ça ne nous rend pas très optimistes sur cette capacité d'adaptation naturelle. Donc, il y a une érosion de la diversité génétique et donc il y a une survie des génotypes les plus résistants. La question subsidiaire, c'est comment les identifier. Parce que c'est pas tout d'avoir dit qu'on a potentiellement des génotypes qui sont plus résistants, mais lorsque le forestier va devoir faire son éclaircie, va devoir faire son martelage, eh bien, comment il identifie les individus qui ont le meilleur potentiel pour résister au changement climatique? C'est des questions sur lesquelles on essaye de travailler avec des méthodes d'imagerie par drone, par exemple, pour repérer des individus qui se comportent mieux par rapport à une sécheresse caniculaire, par exemple. Donc, répondre à la question, quel futur pour les forêts face au changement climatique? Euh, eh bien, la réponse va dépendre très fortement du changement climatique qu'on connaît. Et donc, très fortement bah, de la politique qui est mise en place pour réguler nos émissions de CO2.
qui semble assez certain, c'est que si on n'a pas de politique climatique, une politique climatique passée ambitieuse, donc RCP 8.5, on va observer une perturbation majeure de nos écosystèmes, avec une forte mortalité, une forte perte de biodiversité, aussi une perte de fonctionnalité, que ce soit en termes de production de bois, stockage de CO2, et puis tout ce qui est lié à la biodiversité naturelle. Et donc, sur un pas de temps long, on va retrouver un système d'équilibre dans quelques siècles, avec des espèces différentes qui vont avoir du temps à migrer. Et donc, si on veut accélérer ce temps, ben, il n'y a pas trop de solution, hein. C'est de faire de la migration assistée, aller chercher des espèces qu'on pense être plus résistantes à la sécheresse, au changement climatique, ou introduire de nouvelles espèces. Euh, mais bon, il paraît assez certain que si on ne fait pas ça, eh bien, on va devoir connaître des forêts fortement perturbées, hein, avec bah, de la mortalité. Alors, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément négatif, hein. Les mycènes qui m'intéressent, ils aiment énormément ces petits bouts de bois en train de crever au sol. Mais bon, pour le reste, c'est pas forcément très, très, très optimiste comme perspective. Et donc, bah, l'enjeu, c'est de rester sur des cinétiques qui sont, par exemple, conformes les engagements qu'on a pris lors de la COP 21, donc ceux des RCP 2.6, hein, donc ça, c'est très, très ambitieux. Et là, il y a des solutions probablement à mettre en œuvre pour pouvoir adapter ou acclimater les espèces au changement climatique. Et donc, l'enjeu, c'est d'être capable de maintenir les espèces actuelles dans leur milieu. Et donc là, il y a des leviers. Il y a suffisamment de variabilité pour qu'on puisse identifier des individus d'avenir. On peut probablement miser sur du mélange d'espèces. Il y a pas mal de travaux qui se développent là-dessus. En mélangeant les espèces, on peut probablement améliorer leur capacité de résistance et de résilience. Et puis, jouer sur la sylviculture. Dans la sylviculture, alors ça joue sur les mélanges d'espèces, mais le sylviculteur, ce qu'il fait surtout, c'est jouer sur les éclaircies, hein. Voilà, c'est le métier du sylviculteur, c'est de sélectionner certains arbres, diminuer la compétition et donc probablement réinventer la sylviculture de façon à essayer de maintenir un bilan hydrique favorable, à la fois à l'échelle de l'arbre et à l'échelle de parcelle. Et ça sera un gage de maintien de la production avec certainement des compromis. C'est-à-dire que dans un climat plus chaud et un peu plus sec, les arbres ils vont forcément pousser moins. Il n'y a pas trop le choix. On voit bien actuellement une forêt méditerranéenne, hein, ce n'est pas la productivité d'une forêt tempérée avec des conséquences sur les utilisations de ces bois. Donc voilà, je vais en terminer là, je vois qu'il est déjà 1 heure de passer. Donc pour résumer, hein, vous avez vu, on observe déjà une dégradation de l'état sanitaire de nos forêts. C'est déjà quelque chose qui nous inquiète, hein, c'est qu'on est vraiment à l'aube du changement climatique et on observe déjà des perturbations fortes. On a identifié un mécanisme, alors il y en a d'autres, hein, mais bon, un qui semble plus prometteur, c'est ce risque de rupture hydraulique. Et nos modèles nous montrent que ce risque, il est accru avec le changement climatique, que les capacités de migration naturelle, d'adaptation et d'acclimatation semblent faibles au regard de l'ampleur du changement climatique, surtout sous un scénario catastrophe à 8.5. Et donc, ben, il va falloir trouver des solutions et peut passer vers du renouvellement des espèces ou un renouvellement des pratiques forestières. Voilà, juste remercier mes différents collègues ici et puis différents financeurs qui nous permettent de faire ce genre de travaux. Voilà, j'espère que je ne vais pas avoir été trop long. Et alors, je n'ai pas regardé les questions, mais bon, je vous laisse gérer. Guillaume, tu gères les Oui. questions? C'est toi qui Ah gères? oui. Ben, merci beaucoup en tout cas Hervé pour ce passionnant exposé, terriblement d'actualité. Terriblement optimiste. Mais je me faisais une réflexion aussi, c'est que quelquefois on critique encore l'enseignement de la physiologie végétale dans les facultés. On voit tout l'intérêt justement de la physiologie végétale, de l'écophysiologie, pour appréhender des problèmes d'actualité. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. La première, c'était à propos de une molécule de CO2 pour 400 molécules d'eau. A-t-on une idée du flux que cela représente lorsque les stomates sont ouverts, ou est-ce que ce flux dépend beaucoup du taux d'humidité atmosphérique? Alors, le moteur de la transpiration, pour revenir vraiment au processus de transpiration, c'est la différence de pression de vapeur d'eau entre la chambre sous-stomatique et l'atmosphère. On parle de VPD en anglais, Vapor Pressure Deficit. Et ce VPD, il dépend directement de la température et du taux d'humidité. Et c'est ça l'effet du changement climatique, hein, c'est que ça augmente surtout la température.
Et donc, ça impacte ce VPD. Même à humidité constante, si on maintient 50% d'humidité dans l'atmosphère, le fait que la température est augmentée, eh bien, on augmente la capacité de l'atmosphère à stocker de la vapeur d'eau. Et donc, on augmente ce VPD et donc on va augmenter la transpiration. Ensuite, pour donner des ordres de grandeur, hein, typiquement, on se réfère à l'évapotranspiration potentielle, hein. C'est vous rappelez des cours d'agronomie pour ceux qui en ont suivi. On parle d'ETP. Donc, c'est une formule assez compliquée, une formule de Penman-Mantis, qui relie justement ces variables climatiques à la capacité à évaporer de l'eau. Et donc, typiquement, de l'ETP en milieu d'été chez nous, c'est 4-5 mm. Donc, c'est 4-5 mm de vapeur, de couche d'eau qui est évaporée par mètre carré et par jour. Et l'arbre, en général, il évapore à peu près l'ETP, ou un peu moins que l'ETP, 70-80% de l'ETP. Ce qui fait que si vous faites le calcul, un arbre qui fait un houppier qui fait 10 mètres de large, il va évaporer 400-500 litres d'eau par jour. Et donc, ce qui veut dire que, alors, il faut mettre ça au regard de la quantité d'eau qui est stockée dans le sol. On parle de réserve utile. Donc, l'ETP, c'est 4-5 mm. La réserve utile d'un sol forestier, c'est typiquement 100 mm, pour des bons, parfois moins, parfois plus. Et donc, ben, vous faites le calcul, ça fait une réserve qui est épuisée en une vingtaine de jours. Et donc, il suffit d'avoir 20 jours consécutifs sans apport d'eau avec un temps ensoleillé. Eh bien, on atteint, la plante a épuisé sa réserve utile du sol et donc est rentrée en phase de survie. Et ça, c'est finalement pas tant que ça. On connaît ça régulièrement, nos étés. Et ben, le modèle nous montre que 20 jours, ça passe et ben, 30 jours, ça passe pas, quoi. Et le changement climatique, c'est ça, c'est augmenter la transpiration. Donc, même si on ne joue pas forcément sur le régime des pluies, hein, c'est ce que disent les climatologues, la quantité d'eau qui tombe est à peu près la même, mais la quantité d'eau qui s'évapore par les arbres est augmentée par l'effet de la température. Et donc, on impacte le bilan hydrique et donc on s'approche de ce risque de rupture hydraulique. Alors, j'ai une question également. Hop, une question arrive. La différence entre le P50 et le P minimum, qui semble être le même dans différents biomes, est-ce qu'il s'agit d'une convergence fonctionnelle ou d'une contrainte fonctionnelle? Alors là, il doit y avoir une subtilité entre les deux. Oui, mais Euh, la subtilité, c'est que soit c'est quelque chose d'avantageux ou qui est arrivé par le hasard et qui s'est trouvé être le même dans différents groupes, soit c'est juste qu'il y a une telle contrainte fonctionnelle que ce machin-là peut pas varier et qu'il est resté le même dans tous les groupes. Et je voulais savoir si tu avais ouais. une opinion là-dessus. Non, ouais, on est plus sur un problème de contrainte fonctionnelle. Donc là, donc il y a des convergences. Enfin, on montre que ça converge. On montre que ça converge indépendamment des distances génétiques entre les espèces. Par exemple, on retrouve ça dans différents euh, lineages, la lineage. Non, la contrainte fonctionnelle, elle est autour ce que je un peu disais rapidement, elle est des compromis, des trade-offs. Et c'est des trade-offs très classiques entre capacité de croissance et capacité de survie. Et on le voit particulier si tu te rappelles de la courbe que je montrais avec la régression très empirique et étrangement linéaire entre la résistance à la cavitation et l'indice d'aridité de Rameau. Ouais, Euh, ouais. alors on comprend bien que dans un milieu très sec, on n'est que des espèces qui soient très résistantes à la cavitation. Par contre, on n'explique pas pourquoi dans un milieu très humide, les espèces qui sont très résistantes à la cavitation, elles n'y sont pas. Euh, et ça, l'explication, c'est de dire que, bah, il y a un compromis fonctionnel derrière ça. Et en particulier, on montre que les espèces qui sont très résistantes à la cavitation, elles ont un bois qui est très dense. Et donc pas trop d'air. Un buis, c'est très dense. Donc un coût de construction très fort, une vitesse de croissance plutôt lente. Mhm. Donc une espèce comme un buis que tu mets dans un marais, s'il n'y a pas de problème voilà, d'anoxie ou d'engorgement, voilà, eh bien, il va pousser trop lentement par rapport à un saule et donc il va se faire bouffer la lumière et les minéraux et donc il va éliminer ça. Donc c'est ce compromis capacité de résistance, capacité de croissance qui fait que bah, voilà, il y a probablement un compromis qui fait qu'il y a une certaine optimum physiologique dans un milieu donné, quoi. Ok, merci. Alors,
regrouper les questions physiologiques avant de passer à d'autres types de questions. Il y a une question également qui porte sur la résistance à la cavitation. Est-ce qu'elle est liée à la composition de la sève ou à la structure du xylème? Et si oui, observe-t-on des signaux physiologiques ou moléculaires précoces du risque de cavitation? Alors ça a été beaucoup détaillé. C'est une des premières choses qui ont été regardées, vraiment de comprendre le mécanisme. Euh, et donc, alors je ne vais pas détailler parce que bon, ça nous emmène peut-être un peu loin. Le processus, c'est de la rupture capillaire. Euh, En gros, la sève, elle circule dans ces vaisseaux. Donc les vaisseaux, ce sont des cellules mortes, hein, il n'y a plus que la paroi. Mais la sève doit circuler d'un vaisseau à l'autre. Et donc il y a une certaine porosité dans la paroi de ces vaisseaux. Ça passe à travers des ponctuations. Et il y a toujours des vaisseaux qui sont pleins d'air, c'est ça aussi. Il y a en particulier des vaisseaux qui sont produits dans le protoxylème, quand la tige s'allonge. Comme la tige s'allonge, ça finit par faire des tensions sur les parois, elles se déchirent, ils sont pleins d'air. Et donc, on a toujours le cas présent de ponctuations qui ont un ménisque, avec d'un côté de la sève qui est sous tension et de l'autre de l'air. Et donc, le processus de cavitation, c'est la rupture de ces ménisques. C'est la loi de Young-Laplace qui nous dit que le risque de rupture, il est lié à la différence de pression et inversement proportionnel au rayon de ces pores qui sont donc dans les ponctuations. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme qui a bien été documenté. Alors, c'est pas facile à mesurer directement, c'est très petit, hein, c'est des nanomètres ou enfin, non, des dizaines ou centaines de nanomètres. Euh, voilà. Alors après, la chimie de la sève peut intervenir parce que dans l'équation de Young-Laplace, là, ou dans le loi de Jurin, il y a la tension superficielle de la sève qui intervient. Et donc, tout ce qui va modifier la tension de surface, donc si on met des surfactants, s'il y a des surfactants qui sont mis dans la sève, ça peut varier. Euh, et donc, il y a une certaine, on montre que, alors c'est un peu à la marge, hein, c'est d'abord la structure du bois et ensuite certaines propriétés. La température peut jouer aussi, ça a été montré. Voilà. Mais c'est avant tout la structure, l'anatomie ou l'ultra-anatomie du bois qui est déterminante. Et c'est sans doute pour ça qu'on n'a jamais pu trouver de QTL, par exemple, s'il y a des généticiens ici, de QTL très fort, de risque de cavitation ou même de gène de cavitation, parce que voilà, c'est multifactoriel, c'est la structure de la paroi. Par contre, c'est très très conservé. C'est étonnamment, on peut prendre une espèce, faire deux ou trois courbes et on a déjà une très bonne idée de la résistance à la cavitation. C'est un trait, on a travaillé des généticiens qui est assez peu variable par rapport à d'autres traits. C'est un trait qui est très conservé, qui est très canalisé, ils nous disent. Voilà, si ça répond à la question. Oui. Alors, je glisse une autre question physiologique, c'est par rapport au graphique que tu montrais, la relation entre la vulnérabilité, le P50, et puis le fait qu'on ait les aulnes, les peupliers à une extrémité, et puis les Ouais. genévriers, cupressus à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la dureté du bois, la compacité des Ouais, tissus? complètement, oui. Alors ça a été un peu étudié. Donc il y a le lien avec la densité du bois, déjà, qui a Oui. été montré. Euh, et il y a des travaux qui ont montré qu'au-delà de la densité, c'est les propriétés mécaniques de la paroi qui est importante. Enfin, ce qui est montré très précisément, c'est le rapport entre la longueur de la paroi et son épaisseur au carré, T sur B au carré. Mm. Et là, l'hypothèse, c'est de dire que les espèces qui sont, voilà, qui vont subir des pressions de sève très négatives, très fortes, parce qu'elles sont très résistantes à la cavitation, eh bien, il faut que les parois des vaisseaux soient renforcées mécaniquement pour éviter un risque d'effondrement de la paroi. C'est l'idée du tuyau de l'aspirateur. Si vous bouchez l'extrémité, eh ben, s'il n'y avait pas ces épaississements hélicoïdaux qu'il y a dans le tuyau de l'aspirateur, comme ce qu'il y a aussi dans les vaisseaux, eh bien, là, il y aurait ce risque d'effondrement de la paroi. Mm. Donc, il y a un lien mécanique derrière, et qui est lié indirectement à la densité du bois, mais qui est lié surtout à la rigidité mécanique de la paroi. Mm. Et encore un trade-off ici aussi, hein, c'est-à-dire que ça veut dire de faire des vaisseaux en moyenne un peu plus petits avec des parois plus fortes, donc avec des capacités de conductrice plus faibles, avec des coûts de construction plus forts. Et donc, on ne gagne pas sur tous les tableaux, quoi. Si la plante veut être plus résistante à la cavitation, ou si la sélection naturelle fait en sorte que les génotypes plus résistants à la cavitation sont sélectionnés, eh bien, il y a probablement un compromis quelque part
la capacité à conduire la sève, la conductance hydraulique, ou sur le coût de construction de ce tissu-là. Et est-ce qu'il y a un lien avec la hauteur de l'arbre, que ce soit la hauteur maximale génétiquement déterminée ou l'ajustement de la hauteur de l'arbre en fonction de la ressource en eau? Alors, pas directement, non, pas directement en fait. Alors après, c'est pas. Voilà, il faut bien voir que l'impact de la hauteur de l'arbre est relativement négligeable d'un point de vue hydraulique. Donc, c'est 1 bar tous les 10 mètres, donc 0,1 mégapascal tous les 10 mètres. Là, on parlait, tout à l'heure, on était à moins 10 mégapascal, par exemple. Donc, moins 10 mégapascal, c'est une hauteur d'eau considérable. Donc, l'effet seul de la hauteur de l'arbre intervient relativement peu. Non, ce qui a été montré, par contre, il y a un effet très fort sur la pression de turgescence et donc sur la capacité de croissance des tissus. Ça a bien été montré sur le séquoia, par exemple, où sur le séquoia, ce qui est remarquable, c'est que les aiguilles, elles sont de plus en plus courtes lorsqu'on monte dans l'arbre. Et ça, c'est lié à l'effet de la hauteur sur la pression de turgescence et donc sur la capacité des cellules à croître. Et d'ailleurs, si on prend une branche du sommet de l'arbre et qu'on la greffe à la base de l'arbre, eh bien, les aiguilles changent de forme et elles reprennent une croissance plus élevée. Donc, l'impact de la hauteur de l'arbre intervient de façon plutôt minimale et que la limitation, elle n'est pas tellement hydraulique, hein, elle est plutôt sur les. Alors, bon, là, il y a différentes hypothèses, hein, les hypothèses mécaniques, hypothèses de bilan de carbone, etc. C'est assez. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement bien connu d'ailleurs. Euh, ouais. Bon, merci. Alors j'enchaîne avec des questions qui sont plus en lien avec la gestion forestière cette fois-ci. Première question sur la cuite des éclaircies pour adapter les peuplements. Relation entre le pourcentage de cavitation et les éclaircies. Est-ce qu'il y a des données? Alors, on travaille là-dessus en ce moment, euh, sur une demande de l'ONF, parce qu'évidemment, encore une fois, le forestier, c'est ce qu'il sait faire, hein. Enfin, ce qu'il sait faire. Son moyen, son levier, c'est de jouer sur les éclaircies. Et l'idée de départ, c'était de dire, bah, il y a moins d'eau, donc il suffit qu'il y ait moins d'arbres pour que les arbres qui restent aient plus de ressources en eau et donc puissent mieux survivre à ces sécheresses caniculaires. Alors ça, c'est vrai, ou c'était vrai. Ça a été vrai jusqu'à maintenant. Et ça semble l'être de moins en moins. Et c'est pour ça que les forestiers, en particulier à Trancé, nous financent, parce qu'ils ont constaté que justement sur des forêts ou des parcelles qui ont été éclaircies récemment, eh bien, il y avait apparemment des risques accrus de dépérissement ou de mortalité. Bon, c'est du ressenti de terrain, hein, c'est pas forcément très bien caractérisé. Donc là, on a justement un collègue de l'ONF qui est chez nous là, pour essayer de mettre des chiffres derrière tout ça. Et donc, l'hypothèse qu'on a, c'est que l'erreur de raisonnement, c'est de raisonner à l'échelle de la parcelle. C'est que, évidemment, si on a moins d'arbres à la parcelle, on va améliorer le bilan hydrique de la parcelle, mais on n'améliore pas forcément le bilan hydrique des arbres qui restent. Le bilan hydrique des arbres qui restent, il va être lié essentiellement au microclimat forestier et à l'effet de l'éclaircie sur ce qu'on appelle l'ambiance climatique des forêts. Et donc, il est possible que lorsqu'on fait une éclaircie, l'année qui suit l'éclaircie, eh bien, les arbres ils vont recevoir plus de lumière. On sait que la température va aussi augmenter. Ça, on fait des mesures. Et puis, enfin, vous aussi, vous en faites beaucoup là-dessus. La température augmente, le régime de vent augmente. Et tout ça, ça augmente la transpiration. Et donc, si le système racinaire n'a pas eu le temps de coloniser l'espace qui a été libéré par les arbres qu'on a éclaircis, eh bien, on se retrouve dans une situation où on a un arbre avec le même réserve utile, le même volume de sol, mais qui va transpirer plus parce qu'on a modifié son ambiance climatique. Et donc, si on fait une éclaircie l'année qui précède une sécheresse, eh bien, on risque d'avoir plutôt des problèmes qui n'étaient pas prégnants jusqu'à maintenant parce qu'on n'était pas dans les conditions de sécheresse caniculaire qu'on connaît actuellement. Voilà, donc ce qu'on essaye, donc le projet c'est ça, hein, c'est de savoir comment il faut changer la façon de faire des éclaircies pour pouvoir maintenir un état d'équilibre plus régulier. Donc, ce sera certainement des éclaircies moins fortes et plus, à plus de répétitif, voilà, plus souvent. Faire des éclaircies peut-être moins par le haut et plus par le bas, comme ils disent les forestiers, c'est-à-dire pas forcément garder les individus les plus gros, ceux qui poussent les plus vite, hein, parce que c'est pas forcément ceux qui vont être les plus résistants. Encore une fois, ce compromis entre résistance et croissance.
Peut-être que les arbres d'avenir, c'est peut-être ceux qui sont un peu plus rabougris et qui poussent moins vite et on peut être. Bon, après, avec toutes les conséquences économiques qu'il y a derrière, hein, parce que voilà, c'est plus le même genre de production, etc. Mais bon, là, c'est la question qu'on nous pose, c'est comment amener jusqu'à la récolte les peuplements en place, hein, sur un régime, encore une fois, de 200 ans. On ne peut pas tout reboiser en une autre espèce, et puis de toute façon, la filière, elle n'accepterait pas. Donc, est-ce qu'on peut trouver des solutions pour voilà, s'adapter, et en particulier autour de la sylviculture? Donc, attention au régime des éclaircies, hein, c'est ça? Alors, voilà, des raisonnements un peu simples, dire voilà, moins d'arbres à l'hectare, ça ira mieux. Et ben non, pas forcément. Et ça, le modèle qu'on a développé le montre de façon très nette, quoi. Alors, pourrait-on mettre à jour les cartes de la végétation de la France au 1/200 millième du CNRS qui représentaient les séries de végétation en fonction des différents scénarios de dérèglement climatique? Bah, pourquoi pas, ça a été fait depuis longtemps, hein, les cartes de Carboforte, Dupuy et Badeau, là, c'était ça, hein. C'était les cortèges des différentes espèces qui montraient voilà, que les espèces qu'on appelait climatiques au départ, enfin il y a longtemps, on les retrouve beaucoup plus au nord. C'est ouais, c'est toute l'évolution de la biogéographie des espèces qui est perturbée, hein. Ça pose des tas de questions intéressantes, hein, sur la. Enfin, moi, j'ai une formation de phytosociologue au départ. Voilà, alors que deviennent ces associations? Est-ce que c'est les mêmes cortèges d'espèces qu'on retrouve? Est-ce qu'il va falloir retrouver des nouvelles alliances, des nouvelles. C'est bon, c'est pas. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que la vitesse de migration naturelle des espèces est très différente selon les groupes. Voilà. Les champignons ne migrent pas de la même façon que les arbres. Les plantes des sous-bois ne migrent pas à la même vitesse que les arbres, par exemple. Les insectes ne migrent pas à la même vitesse que les oiseaux. Et que bah, ces assemblages qu'on connaît jusqu'à maintenant, ils vont être perturbés. Et que les vitesses des déplacements étant différentes, la dynamique étant différente, eh bien, on va pas retrouver en tout cas les écosystèmes, les mêmes assemblages dans un temps court, en tout cas, à terme probablement, mais le terme est probablement très, très, très lointain. Donc l'écart de la végétation, je sais pas si oui, bon, on doit pouvoir en faire, hein, on, il y a déjà des modèles, enfin, il y a des nombreux modèles, hein, qui existent, qui prédisent l'évolution des aires de répartition. Alors, c'est souvent des modèles de niche écologique, des modèles climatiques, enfin, corrélatifs climatiques, là, qui sont un peu critiqués, à bonne raison d'ailleurs. Mais voilà, des modèles plus fonctionnels pourront produire ce genre de résultats. Et je ne suis pas sûr que les résultats soient forcément très, très différents des résultats des modèles climatiques. Bon, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure de nos travaux, quoi. Alors, j'ai aussi une question, puis après je regrouperai celles qui restent, parce que l'heure tourne. Alors, il y a une question. On voit un certain nombre de parcelles forestières rasées et remplacées par des champs de panneaux solaires, avec la performance grandissante des panneaux. De mémoire, 1 hectare de panneaux solaires récupère 100 fois plus d'énergie qu'un hectare de forêt, qu'un hectare de forêt stocke dans son bois. Et la réduction du coût de stockage de l'électricité, l'exploitation de la forêt pour son bois énergie n'est-elle pas à risque dans le futur? Ouais, ouais, là, bah, je sors complètement de mon domaine, hein. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément les réponses à ce genre de questions. Je veux dire que Euh, la forêt, c'est pas seulement du bois énergie. non, pas forcément. Et Voilà. je pense que un des enjeux, enfin, ce que nous disent les climatologues, hein, c'est c'est d'ici 2050 que les choses importantes vont se passer. Et donc, c'est le temps de réaction, c'est l'inertie du système. Et donc, d'un point de vue purement CO2, on a plutôt intérêt à garder un maximum de carbone stocké dans les arbres. Euh, donc, c'est le carbone qui a été stocké dans le passé. Et donc, dès qu'on perturbe quelque chose ou dès qu'on fait du bois de chauffage, on remet ce CO2 dans l'atmosphère, évidemment. Et donc, bah, je pense que l'urgence, c'est d'attendre d'avoir trouvé des solutions d'ici 2050 et donc de maintenir un maximum, encore une fois, de carbone stocké dans les sols et dans les bois. Et c'est probablement pas en produisant énormément de bois énergie qu'on va améliorer les choses. Et il y a même des travaux qui montrent qu'on a plutôt encore intérêt à brûler du carbone et du charbon, enfin au moins du pétrole et du charbon, enfin surtout du pétrole. Euh, Si on fait le bilan total, hein, il vaut mieux continuer à produire des énergies fossiles plutôt qu'à déstocker actuellement des énergies qui ont été stockées récemment.
C'est pas, voilà, faut faire attention encore une fois aux solutions un peu simples, hein. C'est pas. Bon, après, il y a le problème des coupes rases, hein. Bon, on va pas rentrer forcément dans ce débat-là, mais enfin, ce qui montre assez clairement, c'est qu'il y a un impact très très fort surtout sur le carbone stocké dans les sols, où il y a à peu près autant de carbone qui est stocké dans le sol que dans la partie aérienne d'une forêt, avec un temps de retour qui est de l'ordre de, je sais pas, 30 ou 40 années, enfin quelques dizaines d'années. Et donc le temps de restocker la quantité de carbone qui a été déstocké par la courbe de l'arbre et par la respiration du sol, eh bien, c'est beaucoup trop long. Et encore une fois, l'enjeu, c'est d'ici 2050 pour essayer faire en sorte d'avoir un minimum d'augmentation des températures pour qu'ensuite, voilà, après 2050, l'impact des politiques climatiques joue leur rôle. Bon, après, panneaux solaires, oui, enfin, je pense qu'on n'a pas le droit pour l'instant de détruire des forêts pour remplacer, pour les mettre par les panneaux solaires. Je pense que c'est systématiquement bloqué par les préfets. Alors, il y a sûrement des dérogations, mais bon, d'un point de vue écologique, il y a tellement de surface à utiliser par ailleurs, hein, il y a tellement voilà, de parking ou d'habitation ou de friches, hein. Je crois alors, il faut couvrir deux départements, je crois, c'est ça l'objectif, hein, c'est de couvrir deux départements et ça correspond grosso modo à la quantité de friches industrielles et quantité de parking. Donc déjà, commençons par couvrir ces surfaces-là et puis après, regardons si ça suffit pas, s'il y a des écosystèmes particuliers qui sont moins vulnérables, on puisse en mettre. Après, il y a des solutions plus douces, hein, qui sont l'agrovoltaïsme, où on essaye de maintenir compatible une. Alors, en forêt, ça ne marche pas. Enfin, à ma connaissance, non. Mais en prairie, par exemple, ça peut se faire. Et puis je vais regrouper les questions qui restent parce qu'elles sont assez connexes. C'est par rapport au transfert de ces résultats de la recherche vers le monde politique et la décision politique. Donc, vaste question. Donc, vos conclusions sont robustes. D'un point de vue politique, on ne prend pas le chemin d'un RCP 2,6, ni même du RCP médian. Donc, les 1,5 degrés ne sont pas tenables. Les 2 degrés sont compromis. Comment faire pour convaincre nos dirigeants? Il y a des mesures urgentes à prendre dès aujourd'hui. L'INRAE peut-elle intervenir auprès des gestionnaires des forêts face aux coupes rases et l'utilisation des sols sur les panneaux solaires? Donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Et puis, ça a bougé. Voilà, comment augmenter le taux de circulation de ces données dans la sphère politique et jusqu'au sommet de la Hmm. hiérarchie dirigeante? Voilà, je résume. Ouais. Bah là, je vais vous faire une réponse assez globale. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de comprendre ce qui se passe et d'éclairer la décision publique, hein, que c'est le rôle de la recherche. On est financé sur des deniers publics pour faire ça. On y contribue, j'ai contribué aujourd'hui, voilà. On éclaire le citoyen. Et après, bah, c'est le vote. Voilà, il y a des partis qui ont mieux compris que d'autres les enjeux écologiques. C'est à vous de voter. Voilà, après, on reste en démocratie, hein. La démocratie, c'est le vote. Voilà, bah, les écolos, ils font quoi? Ils font 2% aux élections. Donc, c'est un choix de collectif que considérer que ce n'est pas une priorité que qu'on fasse d'autres. Les politiques, ils sont élus de façon démocratique, hein. Si on était massivement en faveur de la protection de la biodiversité, des écosystèmes, ça se traduirait dans les votes. Donc, alors peut-être que les gens ne sont pas assez informés ou mal informés. Donc, c'est ce qu'on contribue à faire encore aujourd'hui, c'est ça. Et de montrer que ça repose sur des connaissances enfin, robustes, hein, la science, c'est ça, hein, et c'est pour ça quand on a à cœur d'avoir des approches où on s'appuie sur des sciences dures, voilà, voilà, sur la physique, sur les processus mathématiques pour rendre nos prévisions plus robustes. Mais après, voilà, après, c'est le bulletin de vote et c'est le choix de nos politiciens. C'est nous qui les élisons.